On va passer immédiatement au premier sujet, mais juste avant, je voudrais inviter Louis Longchamp à venir un peu contexter un peu cette présentation-là qui vient et la rencontre d'aujourd'hui. Vous avez remarqué, il est en train de devenir un homme, il est barbu maintenant. C'est ma barbe des séries. En fait, j'ai espoir. Fait que j'ai commencé tout de suite. Si vous vous rappelez, au début, quand on a commencé toute cette démarche-là, on vous avait dit, on va s'adapter au fur et à mesure. Et les choses que vous allez apporter vont nous aider à être meilleurs, à nous questionner sur nos opérations. Donc, la première portion que vous allez voir aujourd'hui, c'est un peu ça. Puis c'est un peu la faute à Martin, et je vais pointer Martin parce que c'est un peu de ta faute. Quand tu es arrivé, tu nous as posé la question d'assemblée, tu nous as dit « Allez-vous valider le modèle de dispersion atmosphérique, puis comment vous allez faire ça? » Fait que là, c'est bien sûr que le lundi, Jean-Jacques et moi, on s'est assis dans son bureau, « OK, comment on va faire ça? » Puis là, on s'est mis à fouiller, puis à regarder différentes affaires. Jean-Jacques en a fait beaucoup, là, mais pour arriver à trouver quelque chose. Donc, ce matin, puis c'est sûr que Guillaume a été impliqué dans le processus aussi parce qu'on lui a posé des questions, puis on est allé voir ce qui se faisait ailleurs. Et là, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on a trouvé un bon filon, et c'est ça qu'on a fait. Donc, ce matin, on va vous représenter le modèle amélioré. Et c'était pas banal comme question, ça nous a aidé à cheminer. En même temps, en cherchant ça, on a trouvé des façons autres de nous aider à contrôler les odeurs sur le site. Donc, ça aussi, vous allez voir ça aujourd'hui. Donc, quand on vous disait que la démarche était importante parce qu'il y avait de l'information qu'on vous donnait, mais également de l'information qu'on recevait de votre part, bien, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, notre fameux rapport, là, présentement, il y a 331 pages. Il va en avoir un petit peu plus parce qu'il y a des éléments qu'on va améliorer, qu'on va ajouter à la suite de la rencontre d'aujourd'hui. Mais il va être disponible dans quelques jours. Vous allez pouvoir le consulter. Donc, c'est ça. Fait qu'hier, je l'ai mis en page. Là. J'ai regardé de quoi ça avait l'air. Puis on était fiers. Hein? Donc, ce qui va être important dans la portion que Jean-Jacques va vous présenter, c'est un peu le même principe que ce que je viens de vous dire. C'est qu'à chaque rencontre, on a identifié vos questions, vos préoccupations, vos suggestions. Et on n'a rien mis de côté. On a tout ramassé. Et là, pour arriver à faire le rapport avec Céline, on s'est dit, il faut passer ça dans l'entonnoir. Donc, voici ce qu'on a fait. On a regardé chacune des questions et on s'est posé la question suivante. Est-ce que ça fait partie du projet d'agrandissement ou ça s'adresse à quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre étant Valoris, en tant que quantité administrative, les municipalités, le gouvernement du Québec. On a tout passé ça dans l'entonnoir pour garder les éléments qui sont liés au projet d'agrandissement. Donc, c'est ce que vous allez retrouver dans le rapport. Et c'est ce que Jean-Jacques va vous présenter tantôt. Et on va terminer avec Céline qui, avec Paul, ont joué un rôle bien particulier. Parce que ce sont vos représentants. On leur a demandé d'être les représentants des citoyens. Donc, Céline, en écrivant le rapport, bien, elle a passé dans l'entonnoir les éléments qu'on avait sortis pour en dégager des recommandations. Il y en a 14. Donc, vous allez les voir aujourd'hui, ces recommandations-là qui sont liées au projet d'agrandissement, mais également à la mission de Valoris. Parce que combien de fois vous nous avez dit des déchets, il y en a trop, bien, vous allez voir, on adresse ces questions-là dans le rapport. Sur ce, bon avant-midi. Bien, merci beaucoup. On va commencer immédiatement avec M. Guillaume Nachin de Tetra Tech, c'est bien ça, hein, Tetra Tech, qui va vous faire la présentation par rapport à ça. Il y a peut-être une présentation qui va vous durer, 20-30 minutes? À peu près? À peu près, oui. À peu près. Et après, il y aura une période de questions si vous voulez comprendre des choses. Oui? Ah, OK. Alors, bonne présentation. Merci. Je peux rester ici pour le moment, ça va être correct. Non, c'est bon, je peux pointer.
Alors bonjour à tous. Tel que ça a été présenté il y a quelques instants, la notion de dispersion atmosphérique des contaminants, c'est un point qui avait déjà été traité il y a quelques mois. Je pense que c'était à la fin du mois de juin dernier. Il y avait une présentation à Eustangus à ce sujet-là. Puis les éléments qui vous avaient été présentés montraient des problématiques en termes d'émissions de contaminants, de concentration ambiante dans l'air au voisinage du site, ainsi que des enjeux qui étaient soulevés par rapport aux odeurs. Donc tel que ça a été mentionné à l'instant, finalement nous avons replanché sur nos copies pour essayer d'adresser les enjeux qui avaient été soulevés puis les problématiques qui étaient mises de l'avant. Les résultats montraient en particulier des dépassements de normes et critères pour quelques paramètres, en particulier le H2S, qui est un composé soufré responsable d'odeur au voisinage du site. La signature caractéristique de l'enfouissement provient entre autres du H2S. Et le modèle a été révisé ces derniers mois, ces dernières semaines, selon deux aspects. Tout d'abord, une optimisation des opérations prévues au site, c'est-à-dire que l'exercice a été fait de réfléchir à ce qui pouvait être mis en place concrètement sur le terrain pour améliorer la qualité de l'air au voisinage du site et limiter le plus possible les nuisances. Et un deuxième point, un ajustement plus technique ou méthodologique du modèle. Il y a des faiblesses qui avaient été identifiées dans les paramètres, dans les chiffres qui ont été rentrés dans le logiciel, qui ont pu être améliorés, optimisés, puis qui semblent dresser un portrait plus réaliste et plus judicieux de la situation. Donc, selon ces deux changements assez majeurs qui ont été apportés au modèle, on voit que les résultats ont pas mal évolué, puis c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Un petit rappel, simplement pour le domaine de la modélisation de la dispersion atmosphérique, en quoi ça consiste. Quand on se place dans le domaine de l'enfouissement, de la gestion des matières résiduelles, on voit que les activités qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air font l'objet d'un encadrement réglementaire au niveau provincial. Les projets tels que celui de Valoris doivent se conformer notamment au règlement sur l'assainissement de l'atmosphère, qui est un règlement provincial vraiment destiné à protéger la qualité de l'air ambiant à grandeur de la province, ainsi que les normes et critères québécois, qui est un gros document qui va lister toutes les valeurs limites pour l'ensemble des contaminants qu'on peut potentiellement retrouver dans l'air. Et les normes et critères, ce document des normes et critères va imposer des valeurs limites pour de nombreux contaminants qui s'expriment, comme on voit ici, en microgrammes par mètre cube, donc des quantités de contaminants par volume d'air. Et c'est applicable à l'ensemble du territoire. Concrètement, comment peut-on évaluer un projet par rapport aux normes et aux critères de qualité de l'air? Tout d'abord, il s'agit d'identifier les contaminants. Quels sont les problèmes potentiels qu'on peut avoir? Quels sont les polluants, les contaminants, les substances que mes activités, que mon projet pourraient émettre dans l'atmosphère? Ça, c'est la première étape. Ensuite, un outil informatique, donc un modèle de dispersion, est utilisé pour prédire les contaminants dans l'air ambiant. Bien entendu, c'est un projet qui sera réalisé dans les prochaines années. Donc, on est ici dans le domaine de la prévision, de la prédiction, en utilisant des logiciels qui sont spécialisés là-dedans, qui vont tenir compte d'un ensemble de paramètres spécifiques au site pour avoir la meilleure prévision la plus juste possible sur les années futures. Et enfin, les résultats du modèle, ce que le logiciel va donner en sortie, sont comparés aux normes et aux critères pour s'assurer du respect des valeurs limites et potentiellement identifier les dépassements. S'il y a des dépassements, de quelle ampleur sont-ils, sur quelle partie du territoire sont-ils? De façon à représenter de façon réaliste la situation, il y a de nombreux paramètres qui sont implémentés dans le logiciel. Par exemple, la topographie de la région, les conditions météorologiques, ça c'est très important, bien sûr, les directions de vent, les températures, les conditions d'ensoleillement vont avoir un impact majeur sur la dispersion des contaminants. Également, bien sûr, la nature des opérations. Si on parle ici d'enfouissement, la quantité et le type des matières résiduelles qui sont enfouies va avoir un impact. Le calendrier de ce qu'on appelle l'ouverture, la fermeture des cellules, donc les années où on va agrandir, par exemple, mettre en opération une nouvelle cellule d'enfouissement, ou au contraire apporter un recouvrement final sur une zone qui est complétée. Tout ce calendrier-là va avoir un impact sur les émissions atmosphériques. Les périodes, les heures d'opération, du matin au soir, etc. Donc tout l'ensemble des paramètres d'opération sont représentés dans le modèle.
Juste pour le dernier point, ce qui est important à noter ici, c'est que le modèle représente les conditions les plus défavorables que l'on serait susceptible de rencontrer. Donc la notion de pire cas de figure, de worst case, c'est comme ça que les normes et les critères doivent être analysés. Notre projet peut avoir des impacts qui varient. Par exemple, dans les premières années, on a beaucoup moins de déchets enfouis, accumulés, disons, dans l'agrandissement du LET que 20 ou 30 années plus tard. L'exercice d'analyse des résultats est fait pour l'année la plus problématique, l'année la pire. Ceci signifie que si on est capable de respecter les normes et les critères de qualité de l'air lorsque les conditions sont les plus défavorables, on devrait également être capable de respecter largement les normes et critères pour les années qui sont moins problématiques avec moins d'émissions atmosphériques. Simplement, en guise d'illustration, voici une carte topographique telle que le modèle l'aperçoit. La rose des vents pour les données météorologiques de Sherbrooke qui a été utilisée ici. Et puis, pour ce qui est des activités qui sont reconnues puis qui sont modélisées dans la simulation, on parle bien entendu de l'enfouissement des matières résiduelles. À la fois l'enfouissement passé, donc dans les anciens sites, l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire qui est fermé depuis plusieurs années, également le LET qui est en opération encore actuellement, et l'agrandissement du LET, donc la nouvelle zone qu'on est en train d'étudier. D'autres points, la gestion des eaux usées, donc les lieux d'enfouissement vont générer du lixivia, c'est-à-dire des eaux usées. Les précipitations, la fonte des neiges, la pluie va percoler à travers les déchets, puis produire des eaux usées qui doivent être gérées. Il y a des bassins à air ouverte sur le site qui sont potentiellement responsables d'émissions d'odeur ou de composés. Donc ces bassins-là sont tenus en compte. Et également les activités de compostage, qu'on voit clairement à l'entrée du site. Également, c'est une source potentielle d'émissions, donc c'est inclus au modèle. Une petite mise en situation géographique sur le site. Donc le centre de tri, le bâtiment où on se trouve présentement. Et puis, ces quelques formes géométriques sont les différentes sources de contaminants qui sont prises en compte dans le modèle. Donc, l'ancien lieu d'enfouissement sanitaire, le LET présentement en opération, puis ici, l'emprise de l'agrandissement projeté du site. Les deux bassins de gestion du lixivia, puis la zone de compostage. Donc, l'ensemble de ces sources-là, finalement, vont contribuer chacune à sa grandeur aux émissions atmosphériques. Lorsqu'on analyse les résultats, on regarde les concentrations dans l'air ambiant dans l'ensemble de la région autour du site, et on s'intéresse également à ce qu'on appelle des récepteurs sensibles, c'est-à-dire qu'on identifie les voisins du site. Ça peut être des résidences, des institutions, des écoles, des établissements de santé. Donc on fait un inventaire des récepteurs les plus proches du site, ceux qui sont le plus susceptibles d'être impactés en premier lieu s'il devait y avoir des dépassements de normes. Ce qu'on voit ici sur la carte, ce sont des, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais on voit ici des triangles rouges qui sont la localisation de ces récepteurs sensibles, donc essentiellement des résidences. Et je pense que dans un de ces points-là, je pense que c'est une école, donc il y a un établissement scolaire qui est également voisin du site. Les différentes sources de contaminants atmosphériques, lorsqu'on parle de l'enfouissement des matières organiques, l'enfouissement des matières résiduelles, pourquoi est-ce que ça émet des contaminants dans l'atmosphère? Eh bien, la matière organique qui est enfouie va être biodégradée, va être consommée par les bactéries présentes dans les zones d'enfouissement et va transformer une partie de cette matière organique-là en biogaz. Donc un gaz composé en majeure partie de CO2 et de méthane, ainsi que d'autres composés à plus faible concentration. Ce biogaz-là va être capté dans sa grande partie par des systèmes d'aspiration, des puits horizontaux, des puits verticaux, mais une petite fraction de ce biogaz-là va être émis à l'atmosphère. C'est impossible d'aller chercher absolument 100% de tout le biogaz qui est généré par la dégradation des déchets. Donc, une fraction du gaz est émise à l'atmosphère. Cette émission diffuse ou ces pertes fugitives, comme on peut les appeler aussi, sont celles qui sont responsables d'odeurs au voisinage des cellules d'enfouissement. Dans le cas précis de l'analyse qu'on fait ici, c'est à l'année 2032 qu'il y aurait les plus importantes émissions diffuses de biogaz. Ceci veut dire que l'ensemble des résultats est analysé pour l'année 2032, puisqu'on l'a identifié comme le pire scénario, le pire cas de figure en termes d'émissions diffuses. Et comme on le voit ici, pardon, excuse-moi Jean-Jacques,
Donc le biogaz est un gaz combustible. On le récupère d'une part pour éviter les nuisances puis d'éviter les émissions atmosphériques. Ça permet le contrôle des odeurs, ça permet également le contrôle des émissions de gaz à effet de serre. Le méthane est un gaz à effet de serre important, donc on veut le capter et le détruire pour éviter les émissions de GES. Et donc le biogaz qui est capté va être brûlé dans des équipements de destruction tels que des torchères. Merci. Rapidement, les autres sources de contaminants et d'odeurs sur le site. Donc les bassins d'accumulation du lixivia peuvent être des sources d'émissions de composés soufrés. Il peut y avoir des traces de soufre dans le lixivia, donc émissions de H2S. Et le compostage en soi également est une activité potentiellement génératrice d'odeurs. En particulier lors du retournement des en un, c'est-à-dire de la manipulation de la matière organique qui est compostée. Lorsque les machines viennent manipuler la matière, parfois il peut y avoir des émissions un peu plus intenses. Là, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Quels sont les changements qui ont été apportés depuis la dernière présentation des résultats? Puis, qu'est-ce qui justifie le fait qu'on refait cet exercice aujourd'hui, que ça vaille la peine d'être repassé là-dessus? Au niveau des opérations, il y a une réflexion qui a été faite, mais dans la pratique, lorsqu'on fait l'enfouissement, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme amélioration dans la pratique? Qu'est-ce qu'on peut faire de différent lors de la mise en place des déchets pour améliorer la situation et faire un meilleur contrôle de la qualité de l'air? Le point majeur qui est avancé ici, c'est que Valoris prévoit d'utiliser un recouvrement imperméable temporaire. Je vais expliquer plus en détail de quoi il retourne, mais donc un recouvrement imperméable temporaire, une membrane étanche, une géomembrane, par exemple polyéthylène ou PVC, qui serait installée sur la partie des cellules en opération qui ne sont pas directement exploitées. Le but de l'exercice ici serait de recouvrir avec une membrane étanche toutes les zones d'enfouissement qui n'ont pas lieu d'être laissées à découvert. Lorsque les déchets sont enfouis sur une cellule qui est en opération, on parle de peut-être 30 ou 40 000 m² de cellules d'enfouissement qui est ouverte, il ne va pas y avoir de la circulation de machines et du dépôt de matière résiduelle sur l'ensemble de cette zone de 40 000 m². Une fraction seulement de cette zone-là va être en opération, ce qui signifie qu'on peut étendre une membrane étanche sur le reste, ce qui est un peu en attente. Les parties des cellules d'enfouissement qui ont atteint, par exemple, leur élévation finale, où il n'y aura plus d'enfouissement, ou bien si l'enfouissement est prévu 2, 3, 4 mois plus tard dans ces zones-là, en attendant de retourner enfouir à ces zones-là, pour un contrôle des émissions diffuses, on viendrait installer des membranes étanches, tenues, si je m'abuse, ça pourrait être par des sacs de sable ou des pneus ou des objets lourds comme ça pour maintenir la membrane en place. Et ça éviterait d'avoir des émissions à l'atmosphère sur les zones qui seraient capées de cette façon-là. Donc on parlerait de laisser à l'air libre une zone de travail d'environ 20 000 m². Ça serait la superficie typique où les machines viendraient circuler pour faire l'enfouissement. Et en dehors de ces 20 000 m², finalement, on aurait cette membrane étanche qui serait mise en place. La mise en place de cette membrane, finalement, permettrait de réduire les émissions diffuses de gaz et permettrait un meilleur contrôle des émissions d'odeurs et de contaminants. Un deuxième point que j'avais mentionné tout à l'heure, c'est une optimisation du paramétrage du modèle, c'est-à-dire de mettre des chiffres qui font plus de sens dans les inputs du logiciel pour que les résultats soient plus réalistes. On parle ici des paramètres en lien avec les émissions d'odeur. Les taux d'émission d'odeur qui avaient été utilisés dans la première version de l'étude n'étaient pas adéquats. Ils avaient été obtenus sur des sites très différents du LET de Bury, notamment des sites en Europe ou en Australie, avec des modes de gestion plus anciens, avec des mauvais captages de biogaz ou peu de captage de biogaz, qui faisait que les paramètres qui étaient utilisés dans l'étude étaient très conservateurs et tendaient à surestimer beaucoup les émissions d'odeur dans l'atmosphère au sens de la modélisation. Ce que ça voudrait dire, c'est que les paramètres qui avaient été utilisés initialement apportaient des résultats qui étaient exagérément importants ou montraient des concentrations d'odeur dans l'air ambiant qui n'étaient pas réalistes par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre à la réalité. Des taux d'émission d'odeur plus judicieux ont été trouvés sur la base d'études réalisées vraiment sur site auprès de lieux d'enfouissement au Québec. Il y a une firme qui s'appelle Odotech qui, parmi les services qu'elle offre, fait des échantillonnages d'odeur. Donc il existe des appareils, des dispositifs qui permettent de faire des captages de gaz et de mesurer les odeurs émises par exemple par la surface d'une zone d'enfouissement.
des documents publics, notamment sur le site du BAP par exemple, ont permis de retracer les méthodologies utilisées pour d'autres lieux d'enfouissement. On parle de la Chute et de l'Achenay en particulier. Et une analyse de ces études-là a permis d'utiliser des taux d'émission d'odeur qui étaient réalistes pour la Chute et l'Achenay et qui vont également être réalistes pour Valoris. Donc, en se basant sur des méthodologies reconnues par le ministère, utilisées au Québec sur des données de terrain du Québec, le modèle a été actualisé avec des nouveaux paramètres. Et les nouveaux taux utilisés sont plus représentatifs de la réalité. Ils sont représentatifs d'un site géré selon les règles de l'art, c'est-à-dire la mise en place rapide d'un bon recouvrement final avec un bon captage du biogaz. À titre d'information, les émissions d'odeur, donc on a vu qu'il y avait plusieurs sources atmosphériques d'odeur sur le site. Chacune va contribuer à une grandeur différente aux émissions d'odeur. On voit ici les différentes sources d'odeur qui ont été identifiées, donc les lieux d'enfouissement, l'agrandissement du LET, les bassins et la plateforme de compostage. Et ce que présente ce tableau, finalement, c'est la contribution de chacun, ici en pourcent, le jour et la nuit. Il y a une petite différence entre le jour et la nuit, parce qu'il peut y avoir des émissions lors du travail des machines, ce qui n'arrive pas la nuit. Et on voit que la source majeure des odeurs, telle qu'on l'a identifiée, demeure la plateforme de compostage. Entre 2/3 et 3/4 des odeurs proviendraient des opérations de compostage, telles qu'elles sont réalisées actuellement. L'agrandissement du LET, c'est bon. L'agrandissement du LET serait ici, contribuerait pour autour de 10% à peu près des émissions d'odeur globales du site. Et à titre de comparaison, les anciens sites sont autour de 8 à 15% du total des émissions d'odeur. Donc ce qu'on voit ici, c'est que oui, effectivement, l'agrandissement du LET est une source non négligeable d'odeur. On peut le mesurer, on peut le quantifier, c'est plusieurs pourcents du total. Toutefois, ça n'est pas la source principale d'odeur sur le site de Valoris. Ça resterait les activités de compostage telles qu'on les connaît déjà. Ceci est principalement dû au fait que ce travail d'optimisation, de mise en place de la membrane, on prévoit que ça a vraiment un très très gros impact pour réduire les émissions d'odeur associées à l'agrandissement du LET. Puisqu'il nous intéresse maintenant les résultats. Donc tout d'abord, les contaminants, les polluants qui sont émis par les opérations. Pour les COV, les soufres réduits totaux, H2S, l'ensemble des contaminants modélisés respectent les normes et critères applicables. On se rappelle que dans la première version de l'étude, il y avait un dépassement pour plusieurs paramètres, tels que le H2S. À l'heure actuelle, avec cette version du modèle et cette version du projet, l'ensemble des normes et critères de qualité de l'air sont respectés partout à l'extérieur de la propriété. Aucun récepteur sensible, donc aucune résidence voisine, ne voit un dépassement des normes ou des critères. C'est bien sûr une amélioration significative depuis la première version de l'étude. On avait de mémoire quelques centaines de mètres de part et d'autre du site où on pouvait avoir des dépassements de normes. Ça n'est plus le cas présentement. Et l'impact le plus important provient justement de l'installation de cette membrane étanche. Jean-Jacques. Donc, à titre d'illustration, on a ici une carte qui présente les concentrations de H2S, qui est un des composés qu'on suit du plus près, le responsable de la majeure partie des odeurs. Et on voit qu'on a donc la norme ici, à titre d'information, la norme est à 3,14. Et la ligne ici, la plus proche du côté est du site, est à 2. Donc on est à peu près à 3/4 ou 80% de la norme. On est en bas de la norme et en bas du critère. Donc cette carte montre la même carte ici à échelle un peu plus grande. On voit où se placent les récepteurs sensibles. On voit que tous les récepteurs sensibles et partout sur le territoire, la norme de 3,14 est respectée. En ce qui concerne les odeurs, on observe encore quelques dépassements d'odeur au voisinage du site. On parle d'une zone concernée par une superficie relativement restreinte, d'à peu près 350 mètres du côté ouest et 750 mètres du côté est du site. On va voir sur une carte exactement la zone que ça représente, alors que ça ne touche aucun récepteur sensible. C'est une amélioration très significative depuis la première version de l'étude. Pour ceux qui avaient vu les premiers résultats, on se souvient que les cartes montrant le respect des critères d'odeur montraient des zones rouges pouvant aller à plusieurs kilomètres de part et d'autre du site. Ça englobait une région de peut-être 6 ou 7 kilomètres au rayon, avec des problématiques potentielles. Donc, à la fois le recouvrement imperméable
tel qu'on prévoit de le mettre en place, ainsi que la révision des calculs, donc le retour sur les devoirs que nous avons faits finalement pour améliorer notre copie puis améliorer le paramétrage du modèle, ont des impacts majeurs sur les résultats. Et voici les résultats pour un des deux critères d'odeur. Donc on a ici un critère de 5 unités d'odeur 44 heures par année. Donc on voit qu'on a un petit dépassement ici du côté ouest du site et une zone ici à l'est. Ce que signifie cette carte, c'est que 44 heures par année, il va y avoir au-delà de 5 unités d'odeur dans la zone qui est en rouge. Ça ne concerne pas les récepteurs sensibles voisins au site. Dans l'ancienne version de l'étude, ou donc dans l'ancienne version du projet, la zone en rouge était beaucoup plus éloignée, puis atteignait à peu près, je pense à peu près ici, ce secteur-là. Il me semble que ça englobait peut-être la résidence qui est ici. Donc on avait une zone qui était beaucoup plus problématique. Donc là on a une réduction quand même majeure des dépassements. Et un autre critère qui est exprimé sur une unité d'odeur 175 heures par année montre une situation qui est sensiblement la même, également 300 ou 400 mètres du côté ouest et 750 mètres du côté est. Donc un critère formulé un petit peu différent, mais les deux vont main dans la main puis veulent dire à peu près la même chose. Et à grande échelle, la même chose, on voit qu'il n'y a aucun récepteur sensible qui est impacté et que les dépassements qu'on pourrait avoir sont dans des zones essentiellement forestières. Finalement, il n'y a pas d'activité ou de présence humaine pérenne ou permanente à ces endroits-là. En ce qui concerne donc les contaminants, COV, soufre réduit totaux, les émissions atmosphériques de contaminants sont mieux contrôlées, avec un bon captage des biogaz et surtout un recouvrement imperméable qui est mis en place de façon très serrée. Tout d'abord, un recouvrement temporaire lorsque c'est possible, lorsque l'enfouissement n'est pas actif à une zone donnée du site, plus la mise en place l'année suivante d'un recouvrement final avec membrane, couche de sol et les puits verticaux de captage. En ce qui concerne les odeurs, oui, la gestion des odeurs demeure en enjeu. On le voit qu'on a des dépassements de critères sur un certain périmètre voisin du site. Donc les dépassements de critères sont observables, toutefois ils sont quand même à faible échelle. À la fois une échelle spatiale, on n'est pas en train d'avoir une zone rouge sur l'ensemble de la région, également sur une zone, sur une échelle temporelle. On parle ici de quelques heures par année. Les méthodes de contrôle qui seront mises en place permettront d'éviter les nuisances au voisinage du site. Des odeurs, ça c'est important de le dire, des odeurs pourraient être perceptibles à l'occasion. On ne va pas se le cacher. Ça se pourrait qu'il y ait à l'occasion des odeurs qu'on sente des activités. Toutefois, ces odeurs-là pourraient être perceptibles à l'occasion de façon peu fréquente à une faible intensité. Ce qu'on s'attend, c'est que les odeurs provenant des activités de Valoris ne soient pas une nuisance à la population, ne soient pas une nuisance au voisinage du site. S'il y a des nuisances réelles lors de l'opération du site, lors de l'opération du LET agrandi, alors il existe encore quelques méthodes qui vous avaient été mentionnées d'ailleurs lors de la première présentation. Il existe encore des méthodes techniques qui pourraient être envisagées au besoin en cas de contingence pour X raisons s'il devait y avoir des nuisances. Donc là, on parlerait de quoi? On parlerait de pulvérisation d'aérosols dans l'air, donc des produits désodorisants ou masquants. On a ici des petites tours avec des injecteurs qui viennent brumiser un produit masquant ou un produit désodorisant, ou même des produits à pulvériser à la surface des déchets, de façon à neutraliser les odeurs sur les déchets eux-mêmes ou former une croûte pour les isoler de l'atmosphère. Ces solutions-là sont données à titre d'exemple, à titre indicatif, ne font pas partie des opérations normales du site. En théorie, le contrôle des odeurs et le contrôle des émissions atmosphériques est vraiment fait au niveau du recouvrement final et du captage des gaz dans la masse des déchets. Ce qui est présenté ici, ça serait des solutions de contingence, finalement pour expliquer qu'il existe encore quelques solutions techniques qui peuvent être mises en place à l'occasion ou au besoin. On voit quand même que la situation était grandement améliorée par rapport aux premières révisions de l'étude, puis les enjeux sur les odeurs sont existants, mais semblent être beaucoup mieux contrôlés que ce qui avait été présenté jusque-là.